Les super élèves, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une activité de lecture. C'est l'objectif analyser le deuxième chapitre de, du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Donc, dans ce chapitre, le narrateur fait un retour en arrière au flashback, ce qu'on appelle l'analypse, pour nous raconter les moments de la prononciation de sa sentence. Donc le flashback, c'est bien l'analyse, ou bien un retour en arrière, c'est lorsqu'on raconte des moments antérieurs. Alors, il raconte le moment où il est un simple accusé, c'est-à-dire pas encore condamné. Le guichetier le mène dans la salle d'audience pour entendre sa sentence. Alors, comme nous avons déjà vu, le chapitre 1, le premier chapitre, le narrateur est déjà dans une prison depuis 5 semaines. Maintenant, il fait un retour en arrière pour nous raconter, nous rapporter les premiers jours de, de sa sentence, de son verdict. C'était par une belle matinée d'août, il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin. Une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. On remarque que la salle d'audience représente ici comme un théâtre, où la foule, c'est-à-dire le public, assiste à un spectacle. Les spectateurs représentés comme des corbeaux qui nourrissent de la mort, le cadavre. Le narrateur n'est pas encore condamné, mais déjà on fait allusion à son destin qui est la mort, par le mot cadavre. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, et c'est ça aussi dans mes idées, je compris tout à coup, clairement, que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. Quand l'accusé arrive à sa place, et ce fut un grand silence. Au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une pente de pierre. L'accusé est optimiste. À ce moment-là, il n'éprouve pas de terreur, il regarde même une fleur avec admiration. Le narrateur assiste à son procès, sans comprendre ce qui sera son verdict. Les juges, les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Les jurys seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Alors cela montre que les juges portent une grande responsabilité. Et si jamais ils condamnent un innocent, ça sera irréparable. Qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé la sentence de mort autrement qu'à minuit, par une froide nuit d'hiver? Mais on m'en doute, un si beau jour, c'est impossible. Ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Que dites-vous là, monsieur? Plutôt 100 fois la mort. Comme vous voyez, l'avocat semble rassurant, mais l'accusé semble préférer la mort. L'avocat essayait de rassurer son client en lui disant que il ne sera que les travaux forcés. Mais l'accusé, qui est le condamné, préfère la mort aux travaux forcés. Cela montre que la peine de mort n'a pas un caractère dissuasif. Elle est même préférée aux travaux forcés. C'est-à-dire le condamné préfère la condamnation à mort aux travaux forcés. Une figure insignifiante et nulle. C'était, je pense, le greffier, le verdict, une sueur froide de mes membres. Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. Le narrateur ne nous rapporte pas la sentence, seulement sa réaction physique, comme assourdi. Une révolution venait de se faire en moi. Je distinguais clairement, comme une clôture, entre le monde et moi. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui pressaient sur mon passage, je les retrouvais des airs de fantômes. Comme vous voyez, déjà, le condamné est séparé du monde des vivants. Ils sont comme des fantômes pour lui. Alors comme vous voyez déjà, ici, il a utilisé, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde, c'est-à-dire le monde des vivants,
et moi. Et puis aussi, il y a fantômes, c'est-à-dire les vivants pour lui comme des fantômes. Déjà, on fait allusion à la mort. Deux jeunes filles m'ont suivi avec les yeux avides. Bon, ce sera dans 6 semaines. La sentence est une bonne nouvelle pour ces deux filles. Elles ne compatissent pas avec le condamné. Au contraire, ils font preuve de sadisme, c'est-à-dire ils se jouissent de la condamnation, de l'exécution. Les spectateurs, le peuple perd son humanité en se jouissant de l'exécution. Alors, comme résumé, le narrateur opère un retour en arrière pour parler de son procès et de sa condamnation à mort. Il se rappelle la foule particulièrement nombreuse qui a envahi la salle d'audience, le beau temps qu'il faisait ce jour-là et surtout le sentiment de terreur qu'il a éprouvé après la prononciation du verdict fatal. C'est la condamnation à mort. Ces souvenirs éprouvants sont suivis d'une longue méditation sur la vie et la mort durant laquelle le condamné se sent assailli d'une effroyable sensation d'abandon et de désespoir. Alors on peut parler dans ce chapitre de l'argumentation indirecte. Et comme vous savez, pour argumenter, il faut convaincre. C'est-à-dire la visée de l'argumentation, c'est convaincre ou bien persuader. Le condamné fait le récit de son verdict. Sentence, c'est jugement. Avant le verdict, c'est le moment des débats. Elle avait une vision optimiste du monde. Elle avait confiance en la justice. Elle croyait à la vie, à ses couleurs. Mais après le verdict, c'est le moment où le condamné est mené vers sa cellule en attente de l'exécution. Il est seul face à la mort, étranger au monde des vivants. Même, même la vie a perdu ses couleurs et tout est devenu en couleur de linceul. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, raconter pour persuader. La persuasion fait partie des stratégies argumentatives. Il s'agit de modifier le comportement ou la pensée du destinataire en faisant appel à ses sentiments. Alors, par contre, ou bien contrairement au verbe convaincre, le verbe persuader ou bien la persuasion fait appel aux sentiments. Alors que le discours argumentatif cherche à convaincre en utilisant des arguments fondés sur la raison, le discours persuasif utilisera des arguments affectifs. Donc, convaincre utilise des arguments fondés sur la raison et persuader utilise des arguments qui s'adressent aux émotions, aux sentiments, aux affections. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.